Haïti veut vivre comme un pays qui se tient debout, qui veut conserver justement ce qu'il y avait de fondamental dans sa lutte, non seulement pour l'histoire du droit et de la liberté, mais pour l'ensemble des autres pays qui ont connu la colonisation et l'esclavage. Il y a des choses que nous avons faites que nous pouvons refaire. Si Haïti a pu devenir Haïti, eh bien, nous avons encore des potentialités en nous cachées qui peuvent être remises en valeur pour sortir de cette situation catastrophique dans laquelle on est. Je pense que les kidnappings en Haïti ont un rapport avec le fantasme de la traite. L'individu lui-même qui kidnappe est lui-même en quelque sorte investi par la mentalité esclavagiste. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Nous recevons le sociologue et anthropologue Laina Kurbon, directeur au CNRS, et professeur à l'Université d'État d'Haïti et également professeur à l'Université Quisqueya. Alors ces travaux portent surtout sur le rapport entre religion, culture et politique. C'est également un spécialiste du vaudou parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages sur cette question. Son dernier livre s'intitule « Esclaves, religion et politique en Haïti ». Alors, cet ouvrage, c'est un ensemble d'articles qu'il avait écrit il y a quelque temps, dispersés dans des revues. Donc, il a réuni dans cet ouvrage magnifique où il tente de montrer que entre l'esclavage, la religion et la politique, il y a forcément un lien. Alors, la première question que j'aimerais poser à M. Laina Kurbon, quel est le lien en fait que vous faites entre la religion, la politique et l'esclavage? Bon, moi je crois qu'il y a un lien très étroit, parce que pour que l'esclavage puisse durer, il a fallu utiliser une série de stratagèmes de la part des maîtres, de la part des colons, de la part des puissances coloniales esclavagistes. Ils avaient en vue en particulier de baptiser, de rendre catholiques les esclaves et donc de les rendre humains grâce au catholicisme, grâce à la religion, les rendre humains, mais le plus tard possible. Donc pour le président Kadeur, l'esclave n'est qu'un meuble, non, mais c'est que à ce moment-là, l'esclave va tenter lui-même de se reprendre en main et de retourner la religion qui était utilisée comme idéologie de justification de l'esclavage. Il va retourner ce système-là, il va fabriquer lui-même des confréries, il va reprendre ces anciens systèmes culturels et religieux d'Afrique, puisque tous venaient de l'Afrique, des différents coins de l'Afrique, et il va produire un système qui lui permette de se solidariser entre eux, parce que quand les esclaves viennent de différentes ethnies, il va falloir qu'ils aient quelque chose qui les rapproche les uns aux autres et qui leur permette de retrouver une certaine identité en quelque sorte. Eh bien, le système religieux africain, lié au système religieux dominant qui était celui du catholicisme, eh bien tout cela va être amalgamé, ça va produire le vaudou haïtien, qui est un système à partir duquel l'individu va entrer dans une sorte de lien social avec ses autres confrères de différentes ethnies, et grâce à cette solidarité, ils vont pouvoir se sentir devenir un peuple, et ils pourront mieux combattre le système esclavagiste. Donc la religion a joué un rôle dès le départ dans la construction d'une vie culturelle et dans la construction d'une solidarité entre les esclaves. Ce que j'essaie de comprendre à travers les rapports esclavage, religion et politique, c'est que le premier problème qui se pose à un pays qui sort de l'esclavage, c'est un moment effectivement révolutionnaire, tout comme on est sorti en France de la situation des hiérarchies entre Église et
aristocratie, etc., eh c'est la même chose qui se pose pour Haïti. Haïti va entrer dans un effort de construction de soi au niveau de l'individu et au niveau collectif, et c'est ce qu'il faut dorénavant penser. Et comment maintenant la politique réagit vis-à-vis de toute cette histoire passée qui peut revenir à tout instant sur le tapis. Donc le fantasme, par exemple, de la dictature, la violence qui existait pendant la période esclavagiste, qui était essentiellement une société de violence, comment sortir de là? Donc cela suppose toute une réflexion qui, je suppose, qui se fait dans le domaine de la littérature, mais qui se pose également dans le domaine des arts en général, qu'il s'agisse de la musique, de la peinture, de la sculpture. Il y a toute une profusion d'activités culturelles en Haïti qui montre que Haïti veut vivre comme un pays qui se tient debout, qui veut conserver justement ce qu'il y avait de fondamental dans sa lutte, non seulement pour l'histoire du droit et de la liberté, mais pour l'ensemble des autres pays qui ont connu la colonisation et l'esclavage. Très bien. Alors, c'est vrai qu'au départ, on va dire au début de votre livre, dans l'introduction, vous dressez un tableau quand même assez sombre, hein, parce que vous faites un bilan, vous faites 30 ans après la dictature des Duvalier, en fait, qui a quand même duré 30 ans aussi, et que, faites le bilan, on a eu 19 conseils électoraux provisoires, 26 ministres de la Justice, 15 premiers ministres, 9 élections contestées, à part à part les élections qui ont porté au pouvoir Jean-Bertrand Aristide. Alors, quand je lis ça, je me suis dit, ben, on est foutu, en fait, il n'y a rien à faire. Bon, c'est parce qu'il ne faut pas voir l'histoire à l'échelle de notre propre vie. Il faut voir l'histoire à un niveau beaucoup plus large. Parce que à l'échelle de notre propre vie, nous pouvons facilement tomber dans le désespoir. Mais il faut penser plus loin. Il faut penser plus loin, en arrière et par rapport à l'avenir. Il y a des choses que nous avons faites, que nous pouvons refaire. Si Haïti a pu devenir Haïti, eh bien, nous avons encore des potentialités en nous cachées qui peuvent être remises en valeur et être relancées pour sortir de cette situation catastrophique dans laquelle on est. Mais il faut savoir que si Haïti se trouve dans ce problème, il y a évidemment tout le monde politique, tout le monde dirigeant en Haïti qui a su profiter de cette situation pour la maintenir tout le temps pareille. Et donc, pour en profiter de la situation, il y a ça. On a des élites dirigeantes qui ont été, on peut dire, rapaces par rapport au niveau économique en Haïti, c'est vrai, et qui le sont encore sous nos yeux. Et c'est assez déprimant, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il y a quand même des succès qui remontent chaque fois qu'il y a un succès en Haïti pour se reprendre, et nous voyons sous nos yeux que les Haïtiens ne veulent pas absolument se résigner à cette situation. Mais il y a des forces contraires qui proviennent soit de l'étranger, soit des influences étrangères pour retenir Haïti dans une situation, disons, de perte de toute souveraineté, de perte de toute la fierté haïtienne. Mais cette situation-là, nous sommes en train de la voir sous nos yeux s'étaler dans le monde entier, au niveau géopolitique. Et effectivement, c'est la loi de la force qui prime, et cela conduit un certain nombre de pays à vraiment entrer dans une sorte de véritable crash. Oui, justement, mais par rapport avec Haïti, ce sursaut que vous parlez, je suis assez d'accord, mais à chaque fois qu'il y a un sursaut et on sent qu'on est dans une espèce de retour en arrière en permanence, c'est comme... vous prenez justement l'illustration du rocher de Sisyphe. Moi, ça me parle beaucoup, parce que je rappelle tout simplement, pour ceux qui nous écoutent,
que Sisyphe, c'est un personnage de la mythologie grecque qui a été condamné par les dieux, effectivement, à rouler une pierre du haut d'une montagne. À chaque fois qu'il descend la pierre, qu'il remonte la pierre redescend et à l'infini. Donc, l'illustration est assez intéressante. On s'est dit, en Haïti, effectivement, à chaque fois qu'il y a un sursaut, qu'il y a un espoir, qu'on dit, finalement, on va peut-être construire quelque chose, par exemple après le séisme, et puis après, ça revient. Bon, nous avons pu renverser quand même Jean-Claude Duvalier, ça a été la liesse, c'était quand même important, parce que les États-Unis n'avaient pas envie du renversement de Jean-Claude Duvalier. Donc Jean-Claude Duvalier plaisait bien aux Américains à ce moment-là, style Reagan. Il n'y avait pas de problème. Nous avons réussi. Ils ont fait le coup d'État contre Aristide en 1991. Eh bien, la population a contesté ce coup d'État. Et 3 ans après, les Américains ont dû ramener, grâce au travail mené par l'ensemble des groupes sociaux en Haïti et par le travail fait auprès de la presse étrangère, ont obligé les Américains à revenir avec le président élu légitimement. À travers des élections. Et donc, il y a des possibilités. Mais tout maintenant, évidemment, malheureusement, il y a tout le temps, effectivement, des forces contraires. Regardez ce qui s'est passé en Haïti. Et il y avait la possibilité. Comment pouvait-on imaginer que les Américains, que par exemple, Mme Clinton pouvait revenir en Haïti et intervenir à l'intérieur du système électoral et placer Martelly comme deuxième, alors qu'il était 3e ou 4e, mais en tout cas décider que voilà celui qui pourrait être le bon président pour Haïti. C'était l'impression, du moins, qu'on avait un peu partout en Haïti. Eh bien, cela nous a coûté 10 ans de situations impossibles, de type de banditisme légal. Effectivement. Et donc, voyons donc, autrement dit, Haïti n'est pas tout seul dans cette affaire-là. Il y a les puissances étrangères qui peuvent soit indifférentes, soit intervenir de manière directe, de diverses manières, et elles ne nous aident pas à nous remettre debout. C'est donc, autrement dit, les Haïtiens se trouvent chaque fois devant la situation devant laquelle c'est à eux que revient le droit et le devoir de se mettre en quête d'un retour à leur propre valeur nationale qui a permis de créer Haïti. Très bien. Alors, vous parlez aussi dans votre livre, en fait, j'ai senti que vous faites mention d'une espèce de déficit de citoyenneté en Haïti. Est-ce que vous pensez que ce déficit de citoyenneté, parce que vous dites que la question de la citoyenneté est entièrement ouverte encore aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça peut être la cause, ça peut expliquer la cause du naufrage dans lequel Haïti se trouve aujourd'hui? Bien sûr, cette situation n'est pas seulement propre à Haïti. Effectivement, il y a un déficit de citoyenneté dans la mesure où effectivement, la manière dont Haïti est sorti de l'esclavage, immédiatement il y a eu une prise en charge par ceux qui avaient mené la guerre. Ils avaient un certain nombre de droits du tout, et spécialement de prendre la place des Blancs au niveau des propriétés, les différentes propriétés. Et donc il y a un certain nombre d'esclaves, d'anciens esclaves, d'anciens combattants qui vont devenir des paysans enfermés dans des productions de denrées pour l'exportation, et donc ils ne peuvent plus vivre à partir de leurs propres moyens, je dirais. Donc cela va avoir des conséquences considérables pour permettre que le pays soit dans une situation de division sociale extrême, où il y a un petit groupe de gens dans la ville qui représenteraient la nation haïtienne, et puis tout le reste qui serait plus ou moins citoyen en quelque sorte, et qui aurait donc qui n'aurait pas effectivement tous les droits. Parce que être citoyen, c'est d'avoir les droits, d'abord le droit à l'éducation, droit
à une situation sociale honorable, économique honorable, et pas misérable. Donc, à un certain nombre de droits de santé, droit à l'école, ce sont ces choses-là qui manquent, droit de circulation, donc il faut qu'il y ait des infrastructures routières, un certain nombre de choses qui sont absolument indispensables, qui permettent à un pays de se mettre debout et de régler le problème de la citoyenneté. Mais par-dessus tout, il y a aussi le déficit de citoyenneté pour les femmes en général, parce que ça prend du temps avant qu'on accepte que les femmes puissent participer à la vie politique. On n'a qu'à voir jusqu'à présent ce déficit de citoyenneté dans la 50e législature qu'on a connue en Haïti, où il y a une centaine de députés et puis 2 ou 3 femmes. Ce qui est totalement dérisoire, ce qui montre que le problème de la citoyenneté est un problème central sur lequel les partis politiques, les hommes politiques devraient se pencher. Alors, dans un de vos articles sur le site de Mediapart, je trouve assez intéressant, vous dressez le portrait, le portrait robot du bandit en Haïti, et en rappelant en fait, la généalogie du bandit en passant par en fait, on a eu le Tonton Macoute, effectivement, les Inglindos, les chimères. Là, aujourd'hui, on fait face à une nouvelle espèce de bandits. Ça m'a intéressé. Et alors, d'après vous, quelles sont les principaux caractéristiques de cette nouvelle figure qui émerge aujourd'hui, qui occupe l'actualité, en fait, que ce soit par sa violence et par ça. C'est rare qu'on puisse avoir des bandits qui ont pignon sur rue, qui sont dans les YouTube, qui s'expriment ouvertement et qui font des manifestations ouvertes. C'est un pays, sous ce rapport-là, libre pour les bandits. Il y a des tas de voitures à vide fumée qui circulent, qui leur apportent toutes sortes de biens, dont des munitions, dans les armes. On n'ose pas demander à une voiture pourquoi vos vitres sont teintées. Eh bien, on ne sait pas. La circulation est libre, donc il y a un problème qui concerne d'abord le gouvernement en Haïti. Le propre d'un gouvernement, le minimum, le premier acte d'un gouvernement qui exprime ce qu'est un gouvernement, c'est la sécurité qu'il doit organiser pour l'ensemble de la population. L'ensemble de la population. Ça, justement, cela vient à manquer. On voit bien que le problème est tout entier entre les mains des dirigeants dans ce pays. Donc ce n'est pas un phénomène qui s'est produit comme ça, comme il pleut, ou bien comme il y a un tremblement de terre. Ce n'est pas ça. C'est bien quelque chose qui a été pensé, voulu à partir de gens qui disposent de moyens, et donc ils vont utiliser des gens aux pieds nus et pauvres et qui ne connaissent rien et qui ne se sentent pas citoyens et qui ne se reconnaissent pas, qui ne savent pas reconnaître dans un autre Haïtien un semblable, un citoyen comme eux, dans la mesure où eux n'ont jamais été considérés comme citoyens. À partir de là, ils pouvaient tuer. Il y a le système symbolique, en quelque sorte, qui pouvait permettre à un groupe social de se tenir. Ce système symbolique, à mon avis, s'est effondré en Haïti. Et c'est dans cette situation que nous trouvons qui fait que les gangs se démultiplient librement, parce que c'est depuis le gouvernement, les gouvernants haïtiens, que cela se compte. Vous pensez qu'il y a des gens qui profitent de cette situation, en fait, qu'il y a des gens vraiment... Il y a des gens dans l'État, oui, bien sûr. Des gens dans l'État. Ça ne veut pas dire qu'on sait que c'est tel ou tel individu. Il ne faut pas le penser comme ça. Il faut le penser à travers l'État. Ok. Alors, dans un autre article, vous faites une comparaison assez intéressante entre le fait kidnapping, effectivement, et la pratique de la traite, et la pratique de la traite négrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je trouve ça intéressant. Oui, mais il y a des gens qui disent ça, mais non, il y a des kidnappings un peu partout dans le monde. Il n'y a aucune raison de croire qu'il y a un rapport direct avec la traite. Je pense que les kidnappings en Haïti ont un rapport avec le fantasme de la traite. Parce que Haïti, c'est un pays qui est sorti par une activité violente contre le soulèvement, par un soulèvement général, par un sursaut de l'ensemble des esclaves, contre la traite et contre l'esclavage comme tel. Donc comment
le kidnapping peut-il s'instituer en Haïti si ce n'est que sur l'oubli de ce que cela peut représenter. Mais c'est cet oubli qui est suspect, justement, qui suppose que c'est quelque chose qui revient dans l'inconscient, une sorte de retour, en quelque sorte, du fantasme de l'esclavage qui apparaît là, dans la mesure où l'individu lui-même qui kidnappe est lui-même, en quelque sorte, investi par la mentalité esclavagiste. C'est très intéressant ça. C'est-à-dire que le kidnappé, c'est comme quelqu'un qui est réduit presque à l'état d'esclavage. Ah ben oui, pendant qu'il est kidnappé, il est le jouet, il signifie. Parce que quand l'individu est kidnappé, il a une rançon à donner pour pouvoir se libérer. Autrement dit, ce qu'il faut, c'est de l'argent. Donc il y a une équivalence entre son corps qui est pris et l'argent. Entre-temps, il y a une mise en parenthèse de ce que l'individu représente comme personnalité humaine. Il n'est plus qu'un objet d'échange. Donc, autrement dit, c'est bien cela, l'esclavage. Là, je comprends que le problème haïtien est aussi à chercher vraiment dans l'histoire d'Haïti aussi. On comprend peut-être mieux, c'est mieux que dans l'actualité du quotidien, je veux dire. Oui, l'actualité du quotidien nous ramène, Okay. nous oblige à voir qu'il y a une mémoire à réinvestir, à repenser. Et parce que Haïti a voulu entrer dans la période nationale, dans sa période de nation, en faisant table rase, en incendiant l'implantation, en oubliant ce que Dessalines appelait le temps des humiliations. Le temps des humiliations que représente l'esclavage. Donc il y a une sorte de volonté de mise en parenthèse, volonté d'oubli radical par le feu, en quelque sorte, de tout ce que nous avions vécu pendant les 2 ou 3 siècles d'esclavage. Donc, mais est-ce que c'est possible? C'est pour cette raison que je pense que Haïti est un pays qui a besoin de voir ce que représente l'esclavage. Donc, il faudrait que la population des écoles elles-mêmes puisse voir quelles sont les traces de l'esclavage. Autrement dit, il faut qu'il y ait une activité muséale. Je me bats pour qu'il y ait un musée de l'esclavage. L'UNESCO tient à cette reprise de cette mémoire. Mais c'est une question fondamentale. Ouais, c'est une question fondamentale. Pour que tous les Haïtiens puissent voir ce qu'a été ce passé-là, pour qu'ils n'aient pas à le revivre. Il faut rendre le passé dépassé pour ne pas avoir. Oui, effectivement, un pays comme Haïti, qu'il n'y ait pas un musée consacré, en fait, sur l'esclavage, c'est quand même, dans l'imaginaire collectif, c'est impensable que Haïti, que ce pays-là... Absolument, un musée de l'esclavage n'est pas un musée qui, pour l'esclavage, un musée qui devrait montrer les luttes menées par les esclaves pour l'esclavage, donc il doit mener vers la révolution haïtienne, et son importance pour le monde entier. Ouais, c'est vrai. Et vous dites que, en ce sens, on a une mémoire déficitaire. Il y a une mémoire déficitaire en Haïti. Vous pensez que c'était une volonté politique dès l'indépendance haïtienne qu'on oublie cette histoire? Non, je ne mettrais pas ça je ne verrais pas ça sur une base. Oui, on peut voir ça sur une base politique et pas sur une base morale. Je ne dirais pas. Mais je crois que effectivement, il y avait une volonté d'oubli manifestée par les dirigeants. Parce qu'on voit bien comment Haïti évoluait, on voit les traces de l'esclavage dans la vie quotidienne. La manière dont un chef se conduit se comporte par rapport à un subalterne, la manière dont on utilise le fouet à l'école, le fouet dans les familles, un certain nombre d'éléments qui renvoient à l'esclavage, aux traces de l'esclavage en Haïti. Eh bien, oui, on trouve tout cela dans la vie quotidienne et il faut les dépasser. Donc, c'est pas la même. Il faut une mémoire critique, une mémoire qui permette de se libérer progressivement du passé. Alors, concernant aussi le statut des femmes dans les sociétés esclavagistes, vous en parlez aussi dans votre livre. Est-ce que vous pensez que
on va dire que les femmes mises en esclavage, c'était, on va dire, c'est un marqueur de la domination masculine. Oh, c'est bien sûr. De toute façon, la condition des femmes, comme en tant qu'esclaves, bien sûr, c'est la domination masculine générale dans le monde encore, dans tout le monde chrétien dominé par le pouvoir patriarcal représenté, que l'Église catholique soutenait en particulier, bien entendu. Mais pour ce qui concerne la situation des femmes esclaves, il y a bien une recherche spécifique qu'il faudrait mener sur l'histoire de l'esclavage, parce que très souvent, on pense l'histoire de l'esclavage comme l'histoire des hommes esclaves. Mais quand une femme est esclave, elle est à la fois esclave et femme. Mais la féminité de la femme qui est esclave est niée dans la condition d'esclave de la femme. Ça, c'est pour le maître, c'est le maître. Mais la femme elle-même sait qu'elle est une femme. Elle ne renie pas nécessairement sa féminité. Donc les choses. Donc autrement dit, il y a une histoire des femmes à faire à partir de la condition, une histoire de l'esclavage à faire à partir de la condition des femmes. Et il y a un travail remarquable fait par Arlette Gauthier, c'est le premier gros travail à mon avis qui a été fait dans les années 85-90 et qui, je suppose, a suscité d'autres vocations de recherche, mais ce n'est pas courant qu'on puisse nous-mêmes, même en Haïti, étudier l'histoire de l'esclavage à partir de l'histoire des femmes qui ont, d'ailleurs, parce qu'elles étaient particulièrement réprimées, ont été à l'avant-garde des risques de la résistance et des révoltes contre l'esclavage. Et ça, on voit très bien à travers toutes les grandes personnalités femmes et qui ont émergé pendant la période esclavagiste, c'est assez remarquable. Et il faut les rendre vivantes, les faire connaître. Toute cette mémoire est enfouie, elle est là, il faut la ressusciter. Je tenais à vous poser cette question par rapport à vos travaux sur le vaudou. Quel est le rôle qu'a joué le vaudou dans la révolution haïtienne? Parce que je dis ça pour rappel, effectivement. Et maintenant, souvent, il y a un débat parmi la jeune génération sur la part du vaudou. Et certaines personnes l'ont nié tout simplement, que le vaudou ait pu jouer un rôle dans la révolution haïtienne. Et d'autres, peut-être, estiment que, à contrario, que sans le vaudou, on n'aurait pas été libéré, hein, comme on n'aurait pas eu Haïti, etc. Vous en pensez quoi de ce débat? Non, je pense qu'absolument. C'est naïf de croire que les esclaves pouvaient se libérer comme ça, sans utiliser des moyens pour se libérer. C'est une vision trop abstraite de la situation des esclaves. Les esclaves sont des êtres qui ont besoin de supports matériels bien précis, de supports imaginaires et symboliques pour se réunir, pour devenir un groupe social lié par les mêmes intérêts, les intérêts de sortir de la condition créée par les maîtres et par les colons. Donc ce sont des choses très pratiques. On ne peut pas être déporté d'un continent à l'autre et du jour au lendemain faire comme si on n'avait pas de parents, on n'avait pas d'ancêtres, on n'avait plus personne. Non, il y a un rapport immédiatement avec les ancêtres et avec les morts et avec les divinités de l'Afrique. Tout de suite, on se rattache à ce monde-là pour se créer un monde propre. Parce qu'un être humain ou une collectivité a besoin de supports symboliques et imaginaires pour exister. Donc cette vision abstraite que les gens ont, et dont vous me parlez, elle ne correspond à rien, parce qu'elle ne permet pas de comprendre. Il faut essayer de comprendre. Donc si on essaie de comprendre, on va essayer de voir concrètement quelles sont les activités de lutte et comment ces luttes peuvent se mener, quel type de solidarité les esclaves peuvent se manifester entre eux, alors qu'elles viennent d'ethnies différentes. Ils viennent de nations différentes et ils vont s'entendre ensemble. Mais c'est extraordinaire. Ça, mais qu'est-ce qui va les cimenter? Il faut un système imaginaire, comme pour toute société humaine.
Donc, autrement dit, il y a beaucoup de préjugés. Les gens qu'on apprend, l'école haïtienne était encore dans les années 50, 60, c'était des lieux de diffusion de préjugés contre tout ce qui concernait l'Afrique, contre tout ce qui concernait le vaudou, parce qu'on voulait nous occidentaliser à outrance. Mais quand on sort de cette vision coloniale de nous-mêmes, eh bien, on peut comprendre, on peut revenir le passé, mieux l'explorer, mieux le comprendre et être beaucoup plus libre par rapport à ce passé. Et donc, là, on peut dire ce que le vaudou peut apporter. Il ne faut pas faire du vaudou. Les gens ne se sont pas battus pour le vaudou. Ils étaient à l'intérieur de ce système-là et ça leur donnait des forces suffisantes, supplémentaires, pour lutter contre l'oppresseur et maître et colon. C'est ça qu'il s'agit de comprendre. Mais à partir de là, ils ont créé une nation. Évidemment, les gens disent, et ils reconnaissent effectivement ça dans les textes de Badiou, entre autres, que les premiers gouverneurs haïtiens étaient plutôt réticents vis-à-vis du vaudou, mais parce qu'ils savaient que dans le vaudou, il y avait que le vaudou pouvait générer des pouvoirs parallèles au pouvoir central. Mais ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes n'étaient pas vaudouisants. Effectivement, effectivement. Et vous êtes par méfiance, effectivement. Beaucoup de dirigeants vaudouisants, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ma dernière question, M. Laënnec Urbon. Alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, pour vous, comment vivre en Haïti au milieu de ce désastre, le kidnapping, on va dire la menace qui est permanente. Comment vivre? Est-ce qu'on utilise des stratégies? Et comment on fait? Vous, personnellement, je pense et d'autres, comment survivre en Haïti? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens qui... Non, on est prisonnier quand même. Prisonniers, beaucoup de gens sont déprimés, mais ils espèrent que quelque chose va changer. Ils savent que ce que nous vivons là, c'est impossible que ça puisse durer. Ça ne peut pas durer. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui change, là, sur ce rapport-là. Donc voilà ce qui nous permet, pour le moment, de tenir. Nous savons que nous vivons une situation provisoire. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Mais on se plaint. Tout le monde se plaint, tout le monde souffre de kidnapping, tout le monde pleure de gens tués, tout le monde pleure des massacres. Mais on ne s'habitue pas à la situation que nous vivons. Et nous croyons que cela va changer. Donc, entre-temps, dès qu'il y a la possibilité de contacts familiaux, je pouvais rester, par exemple, plusieurs mois sans rencontrer ma famille, les gens de ma famille. Eh bien, par exemple, du côté de Pétionville et de Thomasin, maintenant que tel brigand, tel bandit a pu être mis en déroute, et tué, et maintenant la zone est libérée et les gens peuvent circuler. On voit très bien qu'il y a une sorte de détente sur ce rapport-là dans cette zone-là. Donc on espère progressivement, donc on est dans l'attente d'une situation qui puisse juguler. Voilà. C'est vrai que le fait d'imaginer que ça aide à supporter peut-être cette situation insupportable, le fait qu'on sait que c'est une situation provisoire et que c'est pas fait pour durer. On le sait, mais on peut se tromper. Parce que quand même, ça dure quand même depuis quelques temps. Au début, on n'avait pas pensé que ça aurait duré aussi longtemps. Du temps en Haïti, effectivement, en Haïti, le temps ne passe pas. Il y a un problème. Effectivement. Moi, je n'ai pas la solution à cette question, mais nous attendons. Et il faut parler, expliquer la situation et pousser les uns et les autres, faire connaître que ce n'est pas possible que les bandits puissent, parce qu'ils n'ont aucune idéologie particulière, que les bandits puissent diriger un pays. Merci beaucoup, merci. Alors, merci Monsieur Laënnec Urbon. Je rappelle que le dernier ouvrage de Laënnec Urbon s'intitule « Esclavage, religion et politique en Haïti ». Donc voilà, donc vous pouvez vous procurer aux presses universitaires. Voilà, aux presses universitaires de Lyon, dans toutes les librairies françaises.
Merci beaucoup, Monsieur Bon, et bon retour en Haïti. Merci.